bonjour à tous. Donc, je commence la série des présentations par rapport de l'enseignement, relié la question de soutenabilité ou durabilité. Je viens de Budapest et comme nous sommes dans un milieu international, je pense que c'est important juste dire quelques mots de notre faculté, la position en ville, notre système d'enseignement. C'est juste une petite introduction et après, je continue avec ma présentation. Qui connaît Budapest sait que c'est le centre-ville et heureusement notre université, faculté, même notre département, ça se situe dans ce bâtiment central qui donne sur le Danube. C'est l'une des causes que j'ai donné le titre de cette présentation Passage au Danube, à cause de cette réalité quotidienne que nous avons. Et vous allez voir que aussi nos projets faits dans les dernières années sont reliés au Danube. Donc, dans le pays de l'Europe centrale et orientale, nous avons la même tradition d'enseignement en architecture, nous sommes dans des universités techniques et notre formation c'est architecte-ingénieur. Donc vous voyez les dates que notre université s'était fondée il y a quelques siècles et même la faculté d'architecture existe depuis 873. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 1800 étudiants. 300-400 sont des étrangers parce que nous avons des éducations en anglais, parallèlement l'hongrois. Et je viens du département d'urbanisme qui a été créé en 1929 et je dirige depuis 7 ans ce département. Et pas seulement moi, mais ma collègue Juliana Sabo, vous connaissiez bien, nous y travaillons depuis longtemps. On peut dire que c'est le département plus ouvert au niveau international. Il y avait des collègues qui participaient par exemple dans le thème Teen à l'époque. Il y avait toujours des relations très intenses avec plusieurs pays en Europe et en dehors de l'Europe. Mais comme notre formation c'est architecte-ingénieur, c'est sûr qu'à la fin des études, tous les étudiants devaient présenter un projet de diplôme, pas seulement avec des questions conception architecturale, mais en arrivant jusqu'à les détails techniques. C'est très complexe et compliqué en même temps. Quelquefois, ça donne un cadre assez serré pour l'imagination parce qu'il faut il faut arriver jusqu'à la fin du projet. Et j'ai beaucoup de collègues et beaucoup de départements. Comme vous avez vu, il y a 11 départements différents dans la faculté qui sont spécialisés à des questions techniques et sûrement très directement reliées à des questions techniques de la durabilité, l'utilisation des matériaux énergétiques, etc. Mais comme je suis architecte spécialisé au projet urbanisme, je focus sur mon domaine dans la présentation. Et je voulais parler dans cette prisme premier que vous avez proposé, où les questions des pratiques pédagogiques sont en avant. Le projet urbain commence à présent dans notre enseignement. Actuellement, nous avons le système LMD, licence, master, doctorat. Pendant la licence, c'est moi qui je donne les lectures de l'introduction à l'architecture en premier semestre. Ça veut dire que je parle l'architecture, mais toujours dans le contexte beaucoup plus large. C'est une introduction un peu à la ville. Mais autrement, pour tous les étudiants en architecture, c'est obligatoire à faire un projet urbain à la fin de la 3e année. Et autrement, il y en a des optionnels, donc des cours choisis du projet urbain.
Et aujourd'hui, je se concentre, excusez-moi, sur ces optionnels. Après, il y en a des spécialisations. Nous avons des doctorants en 2 écoles différentes. Et nous avons aussi un enseignement de l'urbanisme. C'est surtout ma collègue qui est spécialisée et conduit, par exemple, la formation continue de l'urbaniste en Hongrie. Donc, le projet urbain est la durabilité ou la soutenabilité, comme le titre disait, territoriale. Juste comme introduction, tout le monde le connaît, tout le monde utilise les grands slogans des notions par rapport à la durabilité. On connaît cet objectif de développement durable désigné par ONU. Et la ville, directement, ça présente comme ça, que ville et communauté durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose de durable par un projet local? Si je change l'échelle, j'arrive dans la région du Danube, échelle territoriale, géographique, région de Danube, et nous avons une stratégie du Danube faite 2010, et vous voyez les grands mots qui sont tous reliés à cette question de soutenabilité. C'est évident. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et où sont vraiment les villes? Où sont les villes en décroissance? Parce que c'est une grande question dans nos pays, partout, et même en France, comme on a vu par ce concours proposé par vous. Et nos ateliers se concentrent sur les villes en décroissance, mais au bord du Danube. Donc, ce sont des différentes échelles. Et heureusement, nous avons gagné un grand projet européen il y a quelques ans. Je peux dire que heureusement et malheureusement en même temps, c'est pas facile à diriger un grand projet. Et c'est notre département qui est lead partner, qui est le directeur de cette coopération composée de 20 partenaires tout au long de Danube, et nous avons autres 19 partenaires, surtout des municipalités qui se trouvent quelque part au bord du Danube, entre l'Autriche et la Bulgarie-Roumanie. Donc, toute la partie du Danube développée, mais pas si bien développée comme en Allemagne ou en Autriche, on peut dire ça. Et heureusement, par cette coopération, nous avons établi de bons contacts avec des partenaires universitaires de Bratislava, de Belgrade, de Novi Sad, Bucarest. On a beaucoup appris par cette coopération. Et moi, j'ai participé surtout dans l'enseignement du projet urbain relié à ce programme. Et ici, vous voyez que pendant les 2 dernières années, parce que le programme a commencé seulement en 2017, en janvier, nous avons fait des projets urbains dans les ateliers optionnels sur un sujet des villes en décroissance au bord du Danube, ici en Hongrie, et même les villes juste en face du Danube dans un autre pays, en Slovaquie, vous allez voir. Et heureusement, nous avons eu la possibilité, par l'aide de ce programme européen, de faire des visites, des voyages d'études et même les workshops internationaux dans les différentes villes tout au long du Danube. Donc, pour nous, c'était une grande expérience et ça donne aussi la chance de développer une nouvelle méthodologie de l'enseignement du projet urbain dans ces petits ateliers optionnels, comme j'ai mentionné. Dans ces ateliers, nous avons à peu près une équipe de 20-25 personnes. C'est à la fin de la 3e année ou au début de 4e année, et c'est seulement 3 crédits, donc c'est assez petit par semestre.
J'étais la responsable et je travaillais avec mes collègues, Balint Kadar qui est le directeur de ce programme européen, et le monteur, et un autre collègue qui est pas architecte mais géographe. Et on pourrait beaucoup parler des sujets, mais aujourd'hui je se concentre sur la méthode de l'enseignement. Je présente juste le sujet parce que ici vous voyez la carte bien connue dans tous les pays européens qui présente la variation de la population. Et c'est très important de voir que la Hongrie c'est en shrinking, en décroissance, on peut dire ça. Les villes qui sont bien positionnées, ce sont surtout dans l'agglomération de Budapest, donc pas Budapest même, mais l'agglomération. Des petits villages et villes à côté du lac Balaton, notre mer, mais surtout dans la partie touristique dans la côté nord, et autrement les villes qui sont dans une situation frontière, surtout vers l'Autriche, parce que tout le monde travaille à l'Autriche, comme ça habite quelque part en Hongrie. Et ici, c'est la même situation, mais avec l'Ukraine et Roumanie. Donc, c'est intéressant à voir. Oui, pas économiquement, pas la même situation, mais des gens qui arrivent de l'autre côté, oui, et vivre. Oui. Mais après, on peut en discuter si vous êtes intéressé. Et 3 villes que je présente, parce que le sujet c'est toujours très différent, on ne peut pas généraliser. Je pense que c'est un message très important de la durabilité. Généraliser la question que Komárom, qui était toujours une ville militaire, disons historique, pas loin entre mi-distance Bratislava et Budapest. Esztergom, une ville historique et un centre ecclésiastique fondé même très longtemps, pas loin de Budapest, et une ville nouvelle, socialiste, pas loin de Budapest, une ville industrielle des années 50-60. À l'époque, son nom était Stalingrad, donc on se connaît bien ce type de ville, mais ça se situe au bord du Danube. Et je pense que c'est très important de dire que les 2 fondamentaux du projet urbain dans le domaine d'architecture, c'est l'échelle et la temporalité. Et notre atelier, c'est une sorte d'initiation à cette question du projet urbain. Et d'autres choses très importantes, comme cette petite citation montre, qu'on se concentre, on travaille sur les interactions entre le site physique et entre la société dont les gens qui utilisent un lieu, les gens qui sont très importants pour réaliser quelque chose. Donc la méthode de ces ateliers. Des étudiants travaillent toujours en binôme, c'est important, et on a divisé le semestre en 3 étapes, et je en parle un peu. La première étape, parce qu'ils sont des étudiants en architecture, et moi aussi je suis absolument attachée à la créativité, je pense que c'est une chose très importante dans l'enseignement, donner l'enthousiasme et l'intérêt et tout ça. C'est pour cela on se commence avec un concours d'idées d'architecture. Donc, la présentation des idées sont importantes. Il n'y en a pas un cadrage très strict. On peut tout dire, on peut tout dessiner. C'est un champ de la liberté, on peut dire ça. Et le but pour ça, c'est un peu développer la maîtrise du projet urbain, mais surtout au niveau conception. Comment on peut établir des bases sûres et créatives pour un projet. Mais après, on change et on arrive dans la deuxième phase
où on essaie de créer une distance nécessaire pour transformer cette idée, ce sujet, pour un objet de recherche. Donc, en étudiant en 3e, 4e année, je pense que c'est très important, pas juste dire et faire des choses pour le papier, mais faire sentir, faire comprendre la profondeur des idées. Et dans ce cas, c'est aussi très important que les recherches, les sujets de recherche pour les étudiants étaient toujours reliés à ce résultat du concours créatif. Donc, ils étaient normalement très intéressés à faire. Mais c'était la première fois dans leurs enseignements de faire une recherche un peu approfondie. Et après, la 3e phase, c'est aussi important, ou même la plus importante, comment on peut appliquer les résultats, comment on peut les relier à des sites et des villes qui a donné juste le terrain, le site d'intervention des idées. Donc, notre but était de renforcer le lien entre l'enseignement et la réalité par des applications, parce que c'est sûr qu'il y en a toujours un décalage assez fort, malheureusement, entre ces deux domaines. Malheureusement, je dis, parce que j'en crois dans l'enseignement, souvent pas dans la réalité. Juste quelques images pour présenter des résultats de différentes étapes. Ici, par exemple, des tableaux des concours d'idées, parce que pour le concours d'idées, c'est aussi pour votre concours, il y en a un format très strict, et autrement, les idées étaient très libérées. Et par exemple, ici, le mot-clé était le Danube passe, passage au Danube, on peut dire ça, et les étudiants faisaient des posters comme ça. Je pense parmi eux il y avait des résultats vraiment très forts en 3 à 4 semaines. Donc c'était juste un champ d'idées. Et après on a changé et les mêmes étudiants devaient faire des recherches, pas de l'idée. Et par exemple ici vous voyez une recherche faite par quelqu'un qui est avant travaillé sur la transformation d'une barrière ferroviaire entre une ville et le Danube, faisait une recherche sur 61 villes situées au Danube par 5 critères, etc., etc. Donc, avec mes collègues, nous avons encadré cette recherche de 4 semaines et tout le monde, je pense, commençait à comprendre comment on peut faire des recherches architecturales. Un autre exemple, dans une autre année, quand on a travaillé sur la question de l'art urbain, donc c'est quelque chose de très, très libre, mais on a concentré pas sur l'objet artistique, mais plutôt la relation entre les sculptures, statues socialistes ou post-socialistes à Dunaújváros à la ville. Donc là, le centre, c'est toujours la ville. Et après, les recherches thématiques, ici vous voyez les différents titres. C'est pas moi, d'accord. Et par exemple, dans ce semestre, nous n'avons pas fait des posters normaux. Nous avons décidé de créer un blog pour l'atelier et tout le monde devait en travailler et ça est devenu une collection assez forte sur la question de l'art urbain. Et ici vous voyez, c'était le titre du blog parce que Danube New City, c'est le titre de la ville, c'est le nom de la ville en hongrois, Dunaújváros. Et ici on a posé l'art comme la question primordiale. Et après quelques images par rapport de l'application, on a essayé de changer l'échelle nationale à l'international. Donc on a fait des rencontres avec des étudiants d'Erasmus, il y avait des présentations communes et même il y avait des rapports, des travaux obligatoires par rapport des projets d'étudiants d'Erasmus qui ont fait des grands projets de développement.
et nos étudiants qui travaillaient sur le concept par exemple, artistique pendant ce semestre. C'était très intéressant comment les deux projets se croisent et comment ils se trouvaient les ressources communes pour développer un résultat définitif. Ce sont des projets des étudiants d'Erasmus. Ou dans une autre année, on a fait aussi la même coopération que des étudiants d'Erasmus faisaient des grands projets urbains et nos étudiants, en concentrant sur une question très précise, par exemple, ici c'était le pont et le réaménagement, le pont entre Slovaquie et la Hongrie, à Komárom, à l'aide des constructions, à l'aide de la lumière, etc., etc. Donc c'était un passage pas seulement Danube, mais un passage aux autres. Nous avions des expositions, nous avions des rencontres, des discussions, et oui, on a coopéré avec des partenaires du projet européen et on a coopéré avec des municipalités, avec des professionnels locaux. Oui, et une fois, on a fait aussi une action pendant les 2 années, à la fin du semestre à Esztergom et Sturovo, donc à Slovaquie. C'est le doyen de Bratislava. Et il y avait un projet d'étudiants développé pendant le semestre et aussi une recherche. Et à la fin, l'équipe a décidé que quel projet peut être réalisable pendant les journées du Danube dans ces villes. Et on a installé, on a fait un jeu sur place, on peut dire ça, avec des miroirs, avec des réflexions, avec l'Instagram, avec des nouvelles techniques digitales. Et pour finir, je voudrais juste présenter de nouveau les objectifs de l'atelier, et c'est sûr qu'on ne pouvait pas tout faire avec 3 crédits et un semestre, mais je pense que pour nous, pour des enseignants, et j'espère que aussi pour des étudiants, c'était un bon apprentissage de comprendre la conception, l'importance de la conception, l'importance des recherches plus approfondies et scientifiques, on peut dire ça, et même des rencontres avec des gens pour comprendre les valeurs culturelles, sociales et tout ça, des lieux exacts, parce que pour nous, qui partent du projet urbain, ce sont des clés pour la soutenabilité. Pas des matériaux et pas l'objet, mais comment on peut les intégrer dans la réalité. Et à la fin, c'est aussi un peu à l'aide de ce projet, on a fait des petits cahiers en français. Mais ces cahiers sont en hongrois et en anglais. J'ai pris quelques-uns, mais vous pouvez aussi les trouver sur l'Internet pour présenter les 4 ateliers. 3 crédits. Le plus, c'est l'atelier des étudiants d'Erasmus. Et le 3, c'est un autre atelier déjà qui se concentre sur le projet urbano-architectural en 4e année. Maintenant, j'ai parlé seulement ces 2 ateliers introductifs. Et pour quel est un autre but de ce type d'enseignement? Qu'à la fin de licence, début de master, c'est important de développer des étudiants pour peut-être 3e niveau, le doctorat. Et comme nous sommes dans une université, nous avons la possibilité de diriger des thèses en doctorat et tout ça. Et je pense que j'en travaille beaucoup et c'est très difficile, mais je pense et j'espère que je ne suis pas tout seul avec cette question, que comment on peut trouver la spécificité de la recherche architecturale,
est-ce qu'il y a une autonomie relative de ces recherches architecturales? Comment nous sommes différents des sociologues, des géographes, d'autres gens qui ont déjà un fond assez stable, fait pendant des siècles? Quels sont nos sujets spéciaux et quelles peuvent être nos méthodes spéciales en recherche architecturale? Et depuis quelques ans, j'organise une conférence doctorale et le sujet, c'est relier des questions primordiales de l'Europe centrale et orientale, l'héritage post-socialiste et la maintenance de ce développement de cet héritage. Donc, je peux dire que ces projets urbains, c'est aussi un peu l'introduction vers la troisième phase de l'enseignement. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions pendant les journées, je suis là, on peut en discuter. Vous pouvez prendre quelques cahiers ou trouver des informations sur notre site en anglais ou en hongrois. Merci. On peut prendre quelques questions, malgré tout, hein, juste après les exposés. Si vous avez des questions. Moi, je peux commencer par poser une question à Melinda. Moi, je suis particulièrement attentif, bien sûr, au prolongement en termes de recherche, puisque je m'intéresse aussi ici au doctorat, notamment sur la question, donc, dans la démarche de projet, d'intégrer un certain nombre d'acteurs extérieurs, que ce soit donc des habitants, que ce soit des responsables de collectivités, parce qu'on sait que maintenant, dans le processus de soutenabilité, il y a la participation des habitants. Ça fait partie des critères. Alors c'est facile à dire, sur le papier, c'est très compliqué. Et je vois que vous l'avez intégré à un moment donné par des rencontres et des discussions. Mais à quel moment vous les avez fait participer? Est-ce que c'était vraiment avec les étudiants en amont ou plus simplement en aval? Je crois que ça nous pose tous un problème, ça. Comment, en fin de compte, faire adhérer et participer les principaux concernés, quoi? Oui, c'est la question de base. Oui. Je pense que c'est hyper difficile de... Je m'excuse de poser une question très difficile dès le départ. Non. Dans ce projet européen, nous avons aussi cette obligation de travailler avec les municipalités et avec des habitants. Il y en a des partenaires qui sont absolument spécialisés à ce domaine. Ouais. Nous avons aussi quelques collègues dans le département qui est spécialiste on peut dire, de la participation. Donc, on a des expériences, beaucoup d'expériences dans ce domaine, bonnes et mauvaises. Oui. Donc, c'est jamais facile. Et pour préparer les semestres, d'abord, on a toujours voyagé sur place, on a rencontré avec des gens, on a discuté beaucoup, on a pris des documents, on a établi un peu ensemble le but du semestre. Et on a fait des visites avec des étudiants. Je n'ai pas dit, mais j'ai écrit qu'au début du semestre, on se commence toujours avec un voyage d'études sur place. On se rencontre avec des gens professionnels et quelquefois, ça dépend de la situation juste des habitants. Et à la fin du semestre, dans les expositions, dans les rencontres, il y a cette possibilité pour discussion. Et l'action, c'était, que j'ai présentée à Esztergom, c'est aussi quelque chose juste fait pour des gens qui habitent là, qui utilisent la ville. Oui, mais c'est sûr que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais on fait des efforts. Ouais. Si Julie, tu veux me complète, tu peux toujours dire. Non, si vous êtes intéressé, j'ai un article que j'ai écrit sur participatory placemaking, something like this. Et c'est pas trop positif. C'est sûr que au niveau des critères, au niveau de la, ça marche, mais autrement, quand un projet finit, qu'est-ce que
qu'est-ce que se passe Bien en sûr. réalité. Si je vous pose la question, c'est qu'on a les mêmes difficultés. Oui. Hein. C'est-à-dire, mais c'est vrai que non, ce qui Oui. est intéressant, c'est vrai qu'il y a peut-être des pays et des collectivités qui ont des cultures de la participation Non, différentes aussi. Oui, mais Ça se pose peut-être... je connais une surveillance, hogy van a felmérés franciául? Sondage. sondage. Sondage assez intéressant par rapport de cette question culturelle. Ouais. Que ça dit qu'il y a 3 types de gens européens. Il y en a des actifs, il y en a des rebellistes, et il y en a des passifs. Et malheureusement, parmi les pays européens, ce sondage disait que les 3 plus passifs, ce sont des Crêtes, des Cypriens et des Hongrois. Ah, donc, bon. voilà. Donc je ne sais pas qu'au niveau de la participation, nous avons beaucoup de chance pour la future ou non. Et les plus actives, ce sont des Hollandais, Ben oui, des Scandinaviens, oui, surtout, hein, sûr, où la participation a été inventée. Bien sûr. Ouais. Les Tchèques sont des bons rebelles, par exemple. Ouais. Des questions? Pas de questions. Sur la question de enfin, je ne vais pas monopoliser, mais non, mais c'est très intéressant. La question de la soutenabilité des villes en décroissance, une question très intéressante. Et est-ce que vous avez abordé, alors, vous avez une terme, en forme de réponse des projets autour de l'art, hein, de l'artistique. Est-ce que vous avez aussi inclus des projets autour du développement économique? Puisque la décroissance, ça nous renvoie quand même à une donne économique. Ce sont des villes donc, qui ont certainement été désindustrialisées, je suppose. Est-ce qu'il y a une réflexion là sur le développement économique? Parce que ça veut dire en termes de projet que ça vise aussi des espaces particuliers, de la reconversion d'usines ou des choses comme ça, et pas simplement les statuts hérités de l'ère post... Non, j'ai juste présenté cette image, ouais. Mais je pense que de cette question, vous pouvez discuter avec nos étudiants, qui sont par exemple aussi ici. Non, mais pas maintenant, pendant les journées. Oui, on va discuter... Parce qu'on a travaillé ensemble dans un autre atelier, pas dans le petit, pour ce concours que vous avez proposé. Okay. Et c'est sûr qu'on n'a pas parlé que de l'art pour parce que préparer c'est souvent un projet. Réponse, non. Hein, on a parlé des questions culturelles, économiques, sociales, donc physique, l'environnement physique, milieu environnemental, etc. Donc on a j'espère, cette responsabilité de réfléchir en complexité sur le futur des villes en décroissance. Mais c'était juste des illustrations que j'ai Non, parce que je pensais à des cas français, notamment il y a une ville en décroissance en France qui s'appelle Saint-Étienne, où la réponse a été aussi culturelle, essentiellement culturelle. Le centre de design. Hein, voilà, c'est ça. Et donc pour voir, en fin de compte, c'est ça qui nous intéresse. En Hongrie, nous avons des exemples comme ça, mais on ne peut pas faire partout. Non, bien sûr. Et ça demande beaucoup d'argent public. Absolument. C'est aussi une question. Oui. Et la question de la soutenabilité en long terme, je pense que c'est assez... Chez nous, c'est assez problématique. À Ost, par exemple, je pense. Maintenant, non par rapport de l'art, mais une action les plus frais du gouvernement hongrois, c'est de soutenir la construction des appartements dans des villages qui sont décroissants. Ça veut dire qu'avec un crédit, fixer les gens à des endroits où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'infrastructure pour arriver à un travail, ça veut dire qu'il y a des problèmes beaucoup plus grands que poser de l'art quelque part. Merci. On va passer à un autre exposé, peut-être, hein, à moins qu'il y ait des questions qui se soient révélées. Ben oui. Je ne sais pas si vraiment c'est une question, mais je crois que ça soulève vraiment, en tout cas, un très bon débat, justement, sur cette question de comment, le sujet qui a été soulevé finalement pour l'URA 23, c'est un sujet qu'on retrouve dans toute l'Europe,
ces villes moyennes qui se désertifient et qui effectivement on cherche une voie pour éviter à la fois l'engorgement des métropoles, parce que la désertification, c'est aussi l'engorgement des métropoles, et c'est aussi une façon de fabriquer des villes extrêmement onéreuses, extrêmement complexes. Donc finalement, on se fait piéger. Moi, j'ai envie de dire ce mot. On se fait piéger dans un système. Et je crois que la question à ce sujet-là, elle est réellement très politique. Et bon, on n'est peut-être pas dans le cadre du REA en train de soulever des questions politiques, mais néanmoins, je crois qu'on peut faire beaucoup de grandes dissertations sur ces questions. Si on ne va pas à la question politique, on fera des états généraux des problèmes soulevés. On constatera effectivement toutes ces situations. On verra effectivement, on trouvera même sans doute des listes de réponses à y apporter, sauf qu'elles ne pourront pas être concrètes si, à un moment donné, on ne pose pas la question entre la société, la politique et l'économie. Parce que, au fond, la question aussi économique, elle est extrêmement présente dans cette situation. Et je crois que l'aménagement du territoire, par exemple, qui a été en France dans les années, je dirais, 50, 60, même juste après-guerre, en fait. La France, juste après-guerre, a une politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de volonté publique d'aménager le territoire pour éviter justement ce genre de situation. Je citerai notamment la création des villes nouvelles autour de Paris, dont l'objectif était plus ou moins réussi, parce que je pense que ça a été aussi maintenant très vite rattrapé, de désengorger les métropoles et d'essayer de créer des villes nouvelles. Alors c'était un peu pour rétablir un équilibre. Je pense qu'on peut en discuter beaucoup plus tard. Et tous les pays sont des politiques différentes. Il y a quelques ans, j'ai entendu une très bonne exposé par un urbaniste finlandais. Que, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Il dit qu'il y a 7 métropoles en Finlande. Il faut les développer. Parce que là-bas, on peut tout faire. Mais autrement, c'est un choix que tu restes en village ou non. On ne peut pas mettre l'argent public partout. Donc c'était une réponse finlandaise. À l'époque, pour moi, c'était très clair et dur à comprendre que c'est déjà une nouvelle réalité. Et tous les pays sont en face. Parce que pendant des voyages d'études, et même mes collègues, je n'ai pas l'occasion, mais maintenant ils vont par là, dans cette session du Danube, par rapport des villes frontières entre Croatie, Serbie, Serbie, Roumanie, Bulgarie. La Hongrie, c'est une superbe situation. Donc, nous sommes en décroissance. Et même les villes sont aussi en décroissance en Autriche, au bord du Danube. Mais ici, les chiffres sont beaucoup plus dramatiques. Et même les situations. Ok, merci Melinda. On va passer